Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je vous parle aujourd'hui maçonnerie. Je viens de faire 3-4 heures de maçonnerie là. Et je vais vous expliquer un truc qui est super important quand on fait de la chaux. C'est que le problème de la chaux, c'est que ça brûle. Et c'est traître parce que ça brûle. Vous brûlerez pas comme sur une plaque chauffante. Vous vous brûlez par contact. Et quand le contact est trop prolongé, vous avez pas mal au moment du contact. Mais ça vous attaque la peau, et quand vous commencez à avoir mal, il n'y a plus de peau. Donc c'est ça le grand piège de la chaux. Donc je vous montre une astuce qui coûte rien du tout, qui est basée sur de la récupération et sur de l'astuce. Et aussi faire un bon choix de gants, parce qu'un gant qui se perce au bout des doigts, la chaux va rentrer par des extrémités de doigts, et là il faut avoir un gant de qualité. Et le problème des gants de maçonnerie, c'est qu'ils sont assez fragiles. Il se déchire assez facilement, il se coupe assez facilement. Moi j'ai décidé d'abandonner les gants de maçonnerie. J'ai choisi de prendre des gants chimiques, des gants en néoprène. Parce que le néoprène, c'est un élastomère plus résistant que les élastomères de maçonnerie qui sont, je sais pas en quoi c'est fait, c'est des caoutchoucs ordinaires en fait. Alors que là, c'est un caoutchouc néoprène, donc c'est beaucoup plus résistant au déchirement. C'est d'ailleurs fait pour, parce que c'est fait pour résister à l'agression des produits chimiques. Donc je vous en montre un. Voilà, c'est ça. Ça ressemble un peu aux gants pour faire la vaisselle, hein, au niveau dimension. Vous êtes un peu moins serré que des gants de vaisselle, parce que c'est terrible, les gants de vaisselle, on est serré comme tout, et puis c'est une taille. Là, vous avez toutes les tailles, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour vous montrer, regardez. C'est super élastique, super. Vous pouvez pas faire ça avec des gants de maçonnerie, hein. Ça, c'est super. Et alors, je vous montre qu'est-ce que c'est comme... alors voilà, c'est marqué gants néoprène. Et puis, c'est Ansel qui les fait. Et ils sont pas... En fait, ça vous revient moins cher d'acheter ces gants-là. C'est Ansel qui les fait. Bon, il y a sûrement d'autres marques, hein. C'est juste, il faut marquer sur Internet gants chimiques néoprène, hein. Voilà, et puis vous trouverez. C'est pas forcément cette marque-là, mais peu importe. C'est des normes, hein. Vous avez une norme de résistance chimique, hein, donc c'est normalisé. Donc, quelle que soit la marque, vous aurez la norme qui est 0,493 là, c'est eux. Et ça vous permet de résister, d'avoir des bons gants. Voilà. Donc une fois que vous avez résolu ce problème de gants qui ont tendance à être trop fragiles aux extrémités de doigts et puis qui se percent, parce qu'en fait c'est le soir que vous découvrez que vous avez plus de peau. C'est ça qui est terrible. Le trou, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait un trou. Donc des bons gants. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que la chaux, elle arrive à passer par là. Et alors on peut dire que je suis maladroit, mais je vous jure, quand vous avez fait 8 heures de show, à un moment donné, il faut que ça avance, hein. Donc la maladresse, ça va avec. Si vous en faites pendant 10 minutes, c'est facile d'être très attentionné. Et si vous en faites 8 heures, c'est normal, hein. Vous perdez l'attention, vous êtes plus attentionné à vos joints de pierre qu'à votre gant. Donc le truc, c'est vous récupérez vos vieilles chaussettes. Alors oui, là, oui, j'ai eu de la chaux qui est rentrée, mais elle s'est arrêtée là. Donc j'ai pas été brûlé. Vous prenez vos vieilles chaussettes, vous les coupez comme ça, vos chaussettes trouées. Le trou, ça c'est le talon, ça, vous voyez, le talon il est troué, donc le pouce il passe. Donc ça permet de maintenir. C'est-à-dire si vous faites pas le passage du pouce, il va bouger. Alors que là, il tient, il est en place. C'est ça qui est super. C'est un maintien automatique. Et alors après, vous mettez votre gant. Hop, voilà. Et puis aussi, on a des doigts un peu moins gros. Donc on a un peu plus d'agilité, vous voyez. C'est un peu mieux que du gant de maçonnerie où vraiment les doigts sont très grossiers. Là, c'est plus serré qu'un gant de maçonnerie. Du coup, ça rentre moins facilement ici. Moins facilement parce que c'est plus serré. Mais ça suffit pas. Donc en fait, ce que vous faites, votre code de travail, bon, là j'ai un gros pull, hein, c'est pas grave, hein, on va y arriver quand même. Vous passez votre gant au-dessus de votre code de travail. Vous faites en sorte que vous ne mettez pas la code de travail par-dessus, mais vous la mettez dedans. Comme ça va boucher la possibilité. Vous voyez, ici, il est tendu. Vous voyez? Donc là, ça ne peut pas rentrer là.
Et alors, bon, admettons que vous avez les bras fins, parce que là, c'est un gros pull, bah, vous pouvez rajouter une vieille chambre à air que vous découpez en élastique et vous faites un nœud. Un nœud, c'est-à-dire, le nœud, c'est vous passez une fois. Bah oui, vous faites pas double nœud, vous faites un simple nœud, mais vous passez une fois dans la boucle et une deuxième fois. C'est comme un triple nœud, mais en un seul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous nouez ici, et vous serrez, et comme c'est élastique, bah, ça vous coupe pas le sang, c'est bien, vous êtes à l'aise. Et ça, c'est très efficace. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu d'en mettre une, c'est d'en mettre deux. C'est plus efficace d'en mettre deux. Moi, je sais que et parfois, quand je faisais vraiment une semaine de show, bah, j'en mettais carrément deux. Voilà. Alors, faut faire attention quand même, parce que si vous faites des shows très liquides, dans le but de faire juste un chaulage, on appelle ça. Hein. Un chaulage, c'est pour blanchir la pierre. Bon, bah là, faut faire super attention parce que vous avez une chaux très liquide. Il faut pas que vous imbibiez. Alors, l'avantage, c'est quand il y en a deux, si jamais il y a une infiltration, bah, en fait, il n'y a que l'eau qui va passer et puis pas la chaux qui brûle en fait. Quand vous en avez deux, ça marche. Quand vous en avez qu'un, vous risquez quand même de vous brûler avec la chaux liquide. Donc si vous faites de la chaux très liquide, mettez-en deux. Parce que bon, ça peut toujours se desserrer, ça peut toujours arriver à... Et puis vous pouvez toujours quand même réussir à les percer accidentellement si vous êtes maladroit. Si vous mettez un coup de coin de truelle ici, et puis il est trop énergique, quoi, vous allez arriver à l'arracher. Hein. C'est quand même possible. C'est pas indestructible. Voilà. Et alors je vais vous donner aussi une autre astuce. Quand vous faites de la chaux, le problème que vous avez souvent, c'est combien d'eau je vais mettre. Si votre sable est très sec, vous allez mettre beaucoup d'eau. Si votre sable il est humide, ou même légèrement humide, vous n'allez pas mettre la même quantité d'eau. Ce qui fait qu'en fait, c'est très difficile de prévoir la quantité d'eau exacte et de la réussir du premier coup. Donc, et puis en plus, quand vous travaillez, un coup, vous avez envie d'avoir de la chaux plutôt liquide, et parfois, vous la voulez très compacte, genre pâte à modeler. Mais quand vous commencez, bah, au début elle est forcément liquide, hein, parce que vous voulez qu'elle tienne dans le temps, sinon si vous commencez par faire un truc trop pâteux, trop épais, vous n'arriverez pas à faire vos joints de pierre correctement, vous ne pourrez pas ajuster comme vous voulez. Donc moi ce que je conseille, c'est vous faites normal, une chaux assez liquide qui permet de travailler et d'avoir le temps de travailler. Alors moi j'utilise toujours des chaux hydrauliques, hein, ça va beaucoup plus vite, je m'embête pas avec des chaux aériennes, ça met des jours et des jours à sécher, c'est chiant à appliquer. Moi je mets de la chaux hydraulique NHL5 et puis de la chaux grise NHL5 et puis ça va vite. Hein. Ça marche tout aussi bien. Hein. Sur les endroits par exemple, ça peut être intéressant si vous avez des endroits avec des poutres où il y a beaucoup d'efforts par exemple. Ça peut être intéressant d'ajouter dans la chaux, alors vous mettez deux sables, un chaux, deux seaux de sable, un seau de chaux, c'est le dosage top. Et de préférence des sables argileux, très colorés, pas des sables dépourvus complètement d'argile, c'est mieux, ça va donner des chaux bien plus résistantes dans le temps. Donc voilà, donc ça, bon, vous n'avez pas toujours la possibilité de le faire, hein, mais si vous avez la possibilité d'avoir des sables un peu argileux, colorés, c'est mieux. Parce que je l'ai constaté sur mon bâtiment qui est du XIVe siècle, il y a des joints de chaux qui ont été faits avec le sable du coin. Et bah forcément, si vous prenez le sable agricole, il y a de l'argile dedans. Et ben le joint de chaux, bah, plus de 600 ans, impeccable, pas bougé. Et quand vous prenez des sables très très secs, dépourvus d'argile, bah, vous avez des chaux qui tiennent pas. Elles vont au bout de 25 ans, elles se cassent la gueule. Donc vraiment, c'est l'argile un facteur très important dans la qualité de la chaux. Hein. Vraiment, ça donne une élasticité et une durabilité à la chaux qui est très supérieure quand vous avez des sables un peu argileux. Ça vaut le coup de chercher, parce que quand vous faites des gros chantiers, ça vaut le coup de chercher des sables de meilleure qualité. Bon, c'est petit détail. Hein. Mais ensuite, le problème qu'on a souvent, où par exemple vous avez mis vos pierres, etc. Alors moi ce que je fais, c'est je fais pas comme les maçons, parce que je suis de l'industrie à la base, hein, en termes de formation. Et je les vois faire, ils mettent leurs pierres, ils tapent dessus au marteau, ils calent, machin. Ils mettent le fil à plomb et tout ça. Oh la prise de tête. C'est tout un chantier, leur machin. Moi, je trouve que ça avance pas de faire ça.
Moi, je prends deux cales de 10 mm, ou de 8, ou de 6, ou de 12. Hein, parce que des fois, vous voulez arriver jusqu'à un plafond, et donc vous êtes obligé de jouer sur vos épaisseurs de joints de chaud. Et donc, je vous mets la musique. Et ces joints de chaud, bon, pour tomber juste, parce que d'abord, quand vous faites tailler les pierres à la carrière, vous faites, on appelle ça, j'ai oublié le nom, vous faites un plan où vous avez toutes vos pierres qui sont découpées. Eux, quand ici, ils sont à plus ou moins 1 mm, hein, à peu près. Des fois même plus de 2 mm. Donc forcément, quand toutes vos pierres sont pas exactement à la cote, bah, vous va falloir jouer sur les épaisseurs de joint. Donc on part sur un joint standard 10 mm, c'est ce qui est joli. Et moi je prends des cales en acier, enfin c'est du carré, hein, des tiges carrées en acier de 10 mm. Je pose mes deux réglettes comme ça, je pose ma pierre dessus. Alors en fait ce que je fais, c'est je mets ma chaux au milieu. Je fais attention à ne pas mettre de chaux sur les réglettes. Hein. Je pose ma pierre et vraiment je vais au calage, donc je mets une chaux très liquide et elle va s'écraser super facilement et elle se pose sur les cales. Alors plusieurs types de pierres, les pierres réagissent pas pareil. Hein. Alors si vous avez de la pierre dure, elle va pas beaucoup boire. Donc le joint il va sécher beaucoup plus lentement que si vous avez de la pierre demi-dure par exemple, qui a une certaine porosité, qui va boire. Et si vous avez du tuffeau ou de la pierre tendre, qui est de la pierre de merde, hein, faut pas la mettre en extérieur. En intérieur oui, mais en extérieur non. Ne la mettez pas en extérieur, c'est de la pierre de merde, qui coûte cher, pour ce que c'est. Et d'ailleurs, par rapport au prix, les gants là, peut-être vous vous posez, mais est-ce que c'est cher, etc. Ben non, en fait, ça va vous coûter moins cher d'avoir ces gants là en néoprène, parce qu'ils vont durer plus longtemps, et en prix d'achat, ils sont pareils. Donc, tout bénef. Hein. Ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, vous voyez que vous mesurez par rapport au plafond comment est votre pilier, et vous vous dites, ah bah là, vous mesurez vos pierres, et dit, ah, va falloir que je gagne un peu. Donc vous voulez mettre une cale de 10, vous mettez une cale de 8. Alors vous dites, mais comment les réglettes, je les récupère? Bah, d'abord, vos réglettes, elles dépassent du mur. Et avec une pince multiple, quand votre chaux a commencé à sécher, vous bougez légèrement comme ça, vous faites trembler légèrement vos réglettes, et vous tirez dessus, et elles viennent. Mais votre pierre, elle bouge plus. Elle est scellée. Et vous avez juste à reboucher les petits trous de 10 mm. Et voilà, et ça c'est bon. Alors vous avez des maçons qui travaillent comme des gorées. Ils posent un petit tas de chaux au milieu. Il y a plein d'air tout autour, donc votre pression n'est pas bien répartie. Et ensuite, ils font du bouche-trou. Ils vous mettent un petit joint de 10 mm, mais en fait, vous avez les efforts qui passent sur les arêtes de pierre, c'est très mauvais. Et vous n'avez pas vraiment un lit de chaux très homogène, parfait. Ils vont vite et puis enfin ils perdent du temps sur l'alignement de leurs pierres et après ils gagnent du temps en ne faisant pas. D'abord ils lavent pas leurs pierres. Alors, très important quand vous faites de la chaux, lavez votre pierre. Vous la lavez, vous la brossez. Faut plus qu'il y ait de poussière. C'est super important. Et je vous jure que si vous faites ça, votre chaux quand elle sera sèche, vous aurez un mal fou à l'arracher de la pierre. Elle aura vraiment fusionné avec la pierre. Et les maçons, ils font pas ça. Les maçons, la pierre a été sciée à l'usine, elle est toute poussiéreuse. Hein. Il y a une espèce parce que quand ils scient ça, il y a de l'eau. Et c'est une eau qui est chargée en poudre de calcaire. Donc quand ça sèche, eh ben, vous avez une poudre de calcaire sur la pierre. Alors moi, ce que je fais, c'est je passe un coup de compresseur. Je lave à l'eau. J'utilise un... Alors soit vous avez le tube d'arrosage, mais c'est pas mal d'utiliser un truc où vous pompez. Vous savez les trucs pour pulvériser, là, les pulvérisateurs. C'est pas mal ça parce que en fait vous mettez la quantité d'eau exacte que vous voulez et puis vous n'allez pas inonder tout. Quoi. Vous arrosez que votre pierre. Voilà, c'est quand même vachement mieux. Donc moi j'utilise un pulvérisateur et puis des fois vous devez aller sur les toits hein, pour faire les murs, etc. Donc c'est quand même bien. Un truc assez portable quoi. Et vos réglettes, vous les enlevez. Et puis avec... Il y a une truelle. Bon, je l'ai pas là. Il y a une truelle, ça ressemble à ça en fait. Vous avez le manche et puis vous avez une espèce de truc en ferraille qui n'a pas cette taille-là. Et en fait, votre trou de 10 mm, vous mettez votre chaux et puis vous poussez. Et puis vous pouvez reboucher complètement le trou où il y avait les réglettes.
Mais vous n'êtes pas obligé de vous embêter forcément de tout reboucher absolument. Moi je le fais, mais c'est pas obligatoire d'aller. Elle va tenir la pierre, c'est pas parce qu'il y a 10 millimètres ou il n'y a pas de. Et alors votre pierre est comme ça, et ben vos réglettes, vous les mettez à 5 centimètres du bord, quoi, ou à 3 centimètres du bord. Comme ça. Enfin, ouais, moi je laisse 2-3 centimètres parce que quand vous posez la pierre, des fois vous bougez les réglettes, donc faut pas se mettre vraiment au ras des arêtes. Parce que les arêtes de pierre c'est toujours fragile, donc on se met plutôt un peu à l'intérieur. Et après, alors c'est vrai que vous allez avoir un petit joint de 3 centimètres là à reboucher. Donc bah là vous utilisez cette fameuse truelle qui est en fait une tige, hein, une tige plate, et puis vous poussez votre chaux. Vous avez votre chaux là et puis vous la faites rentrer avec le doigt, avec la truelle, ça va bien. Ce qui se passe souvent, le problème que vous avez quand vous faites de la chaux, c'est votre texture de chaux. Elle est soit trop liquide, soit trop épaisse. Alors moi ce que je fais, c'est je la fais liquide et je fais varier sa viscosité instantanément. Alors ça c'est petit secret que je fais, enfin j'ai mis du temps à trouver l'astuce. Vous récupérez une pierre de tuffeau, qui est de la pierre tendre, qui est capable de boire la moitié de son volume en eau. C'est-à-dire si vous remplissez une bassine d'eau. De toute façon la procédure, quand vous montez un mur en tuffeau, parce que le problème de ces pierres c'est qu'elles boivent l'eau trop vite. Et vos joints de chaux ils vont sécher trop vite. Et ils vont pas être solides. Donc en fait, normalement, vous devez détremper votre pierre complètement. Vous la laissez tremper dans une bassine, votre pierre, pendant 10 minutes. Vous voyez, elle change de couleur. Il faut qu'elle ait au moins 1 litre de flotte. Un parpaing de tuffeau qui fait 20 par 40 par 20, ça pèse 60 kg, je crois, à peu près. Bon, il faut qu'il ait bu au moins 1 litre de flotte. Et là, après, vous pouvez monter vos murs, vous avez le temps de travailler, vous êtes plus à l'aise, parce que comme il est déjà un petit peu saturé en eau, il va boire moins vite le lait de chaux. Donc ça vous permet de travailler mieux. Donc ça, c'est la règle de l'art. Mais vous verrez pas des maçons systématiquement qui font ça. Les mecs, ils ont les blocs, ils arrosent vite fait, ils posent, machin, ils mettent la chaux. Résultat, les pierres, elles sont très très faciles à se décoller entre elles. Hein. Il n'y a pas de résistance structurelle à la secousse sismique. Première secousse sismique un peu forte, les pierres, les chaux vont cisailler, vont se décoller. C'est nul à chier de faire monter des murs comme ça. Mais voilà, moi je vous dis comment faut faire vraiment bien. Quand vous le faites vous-même, vous le faites bien. Hein. Autant bien le faire. Une pierre qui trempe dans une bassine, ça vous prend pas de temps. Hein. C'est juste qu'il faut y penser à le faire, c'est tout. C'est une question d'organisation. Donc souvent, mettre de la chaux liquide en plein milieu de la pierre, facile, on s'en fout, elle va pas dégouliner. Mais quand vous arrivez sur le joint de finition, à flush, au ras de la pierre, à flush, là vous n'avez pas envie d'avoir de la chaux liquide parce qu'elle tient pas. Vous la mettez et puis elle dégouline, et puis vous n'arrivez pas à faire votre joint. Alors en fait, le truc c'est de faire varier la chaux, la viscosité de la chaux. Quand vous récupérez une pierre de tuffeau sèche, et donc ça fait un petit plateau, un petit plateau de 20 par 20, avec votre truelle, vous posez votre chaux sur la pierre. Elle va pas falloir longtemps. Hein. En 10-15 secondes, vous avez votre viscosité qui vient de changer. Là, la pierre est sèche, elle boit beaucoup. Elle a une grosse capacité d'absorption. Votre pierre, vous allez pouvoir l'utiliser pendant des heures en faisant ça. Après, si elle est trop humide, vous en prenez une autre. Et donc là, vous regardez comment est la viscosité, comme elle vous plaît. Et quand vous avez la viscosité un peu pâte à modeler, vous faites vos joints, hop, direct. Et je fais en une seule étape en fait. Hein. Je pose ma pierre sur mes cales, j'attends un petit peu que ça boit. Quand je vois que c'est stabilisé, que la chaux a un peu de durcissement, j'enlève mais pas trop, j'enlève mes règles, sinon pour les enlever, si vous attendez trop, les règles, vous n'allez pas les enlever. Il faut pas attendre trop. Hein. Donc vous les faites vibrer un peu, hop, vous tirez, ça glisse. Hein. Oui, parce que c'est le métal très lisse comme ça va glisser sous la pierre, sans problème. Vous n'aurez aucun problème à l'enlever. Et vous prenez une passe multiple, vous avez plus de force pour tirer. Ou vous donnez une forme avec une boucle au bout, pour tirer à la main. Si vous êtes soudeur un peu, vous faites une poignée. Et vraiment, et moi je pose ma pierre, tac, et puis j'arrive à faire 6 pierres comme ça dans une journée, quand je vais bien. Parce qu'après il faut faire le dessous, mais il faut faire les côtés, il faut faire le derrière, il y a un peu de temps à passer. Donc il faut aller faire la chaux, il faut aller la mélanger.
Donc on passe du temps. Donc, on arrive à une bonne journée, bien productive, on arrive à poser 6 pierres. C'est bien. Je crois pas que les maçons en fassent plus par jour, hein, franchement. Voilà, et surtout en bâclant le travail. Alors que là, vraiment, on prend soin de tout. Donc voilà, ça c'est l'astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, d'autant plus que par exemple, je vais vous donner des pierres de qualité. Alors le tuffeau, vous ne le mettez pas en extérieur, c'est pas la peine. 0 cycle de résistance au gel. Et en plus, cette pierre se dilate au contact de l'eau. Et ça la fait péter. Parce que quand une pierre se dilate à l'eau et qu'elle est coincée dans un mur, elle est en surcontrainte de compression. Et elle va se mettre à fissurer au rétrain et elle va subir des surcharges sans cesse à cause de la dilatation. Donc quand il y a des murs en tuffeau et que vous n'avez pas le choix, je vous donne une astuce quand même, les déportes de toit, c'est 40 cm de corniche obligatoire pour des murs en tuffeau extérieur. Sinon, votre mur va avoir un vieillissement prématuré. Il faut vraiment protéger le mur de la pluie. C'est des pierres, même neuves. Elle prend une fois la flotte trop, elle éclate, elle s'effrite. C'est une catastrophe. Hein. Si jamais vous avez une fuite de gouttière, voilà, ça vous ravage la façade. C'est de la craie, hein. Vous pouvez écrire avec, hein. C'est tout. C'est encore plus tendre que de la craie même. Vous pouvez écrire sur le bitume avec, sans aucun problème. Ça vaut rien le tuffeau. Ça coûte. Alors moi je le payais à l'époque, alors les prix ont augmenté. Hein. Mais je vais vous donner les prix que je l'ai acheté il y a 5 ans. Parce que j'en ai pas racheté depuis. Je payais 900 € hors taxe le tuffeau. Si j'avais une cheminée à refaire, j'avais racheté du tuffeau. Donc, mais en intérieur, donc c'est pas pareil. J'avais payé 900 € hors taxe le tuffeau. Et je payais 700 € la pierre demi-dure, résistance 72 cycles de gel, aspect visuel. Vous ne pouvez pas faire la différence entre du tuffeau et du terreau. C'est très difficile. Gros avantage de la pierre de terreau. Alors le problème du tuffeau en plus, c'est que les arêtes sont hyper fragiles. Quand vous posez votre pierre, vous pétez les arêtes de peur. Il faut poser délicatement tout en douceur, 60 kg. Je veux dire, ça vous tire sur le dos de poser tout en douceur 60 kg. Donc à un moment donné, vous êtes un peu fatigué. Allez, descendez un peu vite. Oh merde, j'ai pété une arête. Et puis après, vous faites du patrimoine pour reboucher, et puis ça vous fait des changements de couleur. Le patrimoine, il va griser dans le temps, ça va être moche, alors que le tuffeau va rester blanc-jaune, plus joli, plus lumineux. Donc voilà, alors franchement, là, les maçons qui font des façades et qui rebouchent toutes les arêtes pétées de pierre, ils en mettent partout, ils beurrent partout, c'est dégueulasse. C'est pas du boulot. Le tuffeau, c'est facile à travailler, vous pouvez le scier à la main, oui, mais c'est pas durable. 250 ans la durée de vie d'une maison en tuffeau. 250 ans et c'est mort. Je vous parle du gros œuvre, le structurel, les murs, c'est mort au bout de 250 ans. Ça vaut rien. Bon, meilleure pierre de France, c'est quoi? Pierre de Paris. Pierre dure de Paris. C'est la pierre la plus chère de France. À l'époque, elle était à 2500 € le mètre cube. Vous voyez, 2500 € le mètre cube, 900 € le tuffeau. Vous voyez l'écart? Bon, c'est pas la peine de mettre de la pierre de Paris. Vous allez payer un transport. Si vous habitez près de Paris, vous prenez de la pierre de Paris, évidemment. Mais si vous êtes loin de Paris, vous n'allez pas prendre de la pierre de Paris. Vous allez prendre les carrières de proximité. Carrière de proximité, vous prenez... alors moi, je suis autour de la région de Poitiers, donc beaucoup de carrières de qualité. Si vous êtes en Bourgogne, vous prenez de la pierre dure de Bourgogne, qui est la meilleure pierre de... C'est aussi bon que de la pierre de Paris. La pierre de Paris, c'est plus que 144 cycles de gel. Donc faible porosité à l'eau, forte résistance au cycle de gel. Elle a un petit inconvénient, c'est que quand elle vieillit, elle grise. Et c'est un peu déprimant. Voilà, c'est son gros défaut. C'est qu'elle n'est pas très jolie à voir dans le temps, parce que dans le temps, elle va faire du calcin. Elle va griser, et c'est pas la pollution qui le grise, c'est une réaction naturelle avec l'air. Évidemment, s'il y a plus de pollution, ça va se noircir plus vite, mais de toute façon, c'est des pierres qui noircissent dans le temps. Donc vous pouvez les reponcer éventuellement. Voilà. Enfin, sur de la pierre dure, poncer de la pierre dure, c'est pas un problème. Hein. Elle va pas perdre en épaisseur. Je vous le garantis. Il faudra même des disques
à poncer qui sont bien résistants. Hein. Corindon, tout ça, 150 mm. Parce que c'est pas si facile que ça à poncer. Parce que le calcin, c'est quelque chose de très dur quand même. Donc, le meilleur rapport qualité-prix de la pierre qui remplace le tuffeau, dans ma région à moi, c'est la pierre de Tervoux. Tervoux, pierre demi-dure, 72 cycles de gel. Elle est sciable à la main, mais ça va être long. Mais elle est sciable à la main. Et parce que vous êtes bien content de pouvoir la scier, parce que les disques de 230 mm, ils peuvent pas découper une pierre de 20 cm d'épaisseur. La pierre dure, elle fait 20 de haut, 20 de large, vous n'avez pas assez de diamètre de disque. Donc vous avez une partie que vous allez devoir scier à la main. Donc c'est ça qui est chiant sur la pierre dure. La pierre dure, c'est vraiment emmerdant à travailler, faut pas avoir... Sinon après il faut une machine à 2 sciages qui est assez coûteuse, et puis là qui a un disque de 350 mm, carbure, etc. Et puis ça c'est coûteux comme machine, donc voilà. C'est plus pour les pros quoi. Et donc pierre dure, vous avez pour les pierres dures de soubassement, vous faites en sorte de ne pas avoir à recouper rien du tout quoi. Parce que vous vous plantez pas quoi. Vous prévoyez éventuellement vous prévoyez des jointements de 12 mm, comme ça vous donnera plus de flexibilité si jamais les cotes sont pas bonnes. Donc tout ce qui est soubassement, on prend pierre dure, c'est beaucoup mieux. C'est pas trop, hein. Soit vous mettez du granit, soit vous mettez de la pierre dure, 144 cycles de gel. Soubassement, c'est les règles de l'art. Et puis si vous pouvez mettre un petit vernis hydrofuge en plus dessus, c'est encore mieux. Mais l'hydrofuge, ça tient 1 ou 2 ans et puis il faut recommencer. Alors, voilà. Par contre, ça permet de garder un bel aspect. Chimiquement, je sais pas, au niveau environnemental, je sais pas si c'est peut-être un latex, je sais pas. Si c'est un latex, ça va. Tervoux, ça coûte 700 € le mètre cube hors taxe. Et vos arêtes sont résistantes. Vous les pétez pas quand vous montez vos pierres. Alors ça, c'est super. Et l'aspect, c'est aussi joli que du tuffeau. Ça contient moins d'eau. Vos joints vont sécher plus lentement. Il y a moins de porosité. Mais vraiment, donc vous allez plutôt faire une chaux un peu moins liquide. Voilà, en gros. Mais vraiment, j'en suis hyper content de la pierre de Tervoux. Un petit peu plus lourd en densité à brasser. Hein. Faites attention quand vous faites vos dimensions de pierre, calculez les masses de vos pierres. Parce que quand vous devez monter une pierre de 80 kg à 2 mètres de haut, à bout de bras, je vous garantis que vous la mettrez pas. Donc les grosses pierres à 80 kg, vous les mettez en bas, et plus vous montez, plus vous diminuez l'épaisseur, et vous passez en 40 kg hein, quand vous êtes à 2 mètres de haut, en haut d'une échelle. Hein. Parce que pour monter une pierre de 40 kg déjà sur une échelle, je veux dire que... Et puis la poser sur les rails correctement, la faire glisser, hop, avec sa chaux, poser sa chaux. Ouais, je vous le dis, c'est pas si simple. Donc, quand vous dessinez votre calpinage, les dimensions de vos pierres, pensez aux masses des pierres. Voilà, vous avez les dimensions et les masses, comme ça vous... Parce que moi, au début, je partais... ouais, je suis costaud, j'arrive à soulever des pierres de 93 kg. Enfin, sauf que j'en soulève 3 dans la journée, je vais me coucher après. Je suis cuit. Mais parce qu'en plus, enfin, c'est une pierre, vous la prenez sur le genou, vous la basculez, vous la remontez. C'est pas comme des haltérophiles où vous avez une barre en acier et puis vous êtes en position idéale. Non, une pierre, vous êtes en porte-à-faux. Hein. Vous la montez contre le ventre. Vous essayez de rapprocher le centre de gravité de la pierre le plus près de votre corps pour pas que vous niquiez les reins. Quoi. Donc c'est... Voilà. Oubliez les 20 kg de charge maximum dans le bâtiment si vous faites de la pierre de taille. Les pierres, c'est minimum 40 kg. C'est 40, 60, 80. Voilà, faut pas dépasser. Faut pas aller plus loin, à moins que vous soyez un gars costaud qui fait 140 kg et puis qui a des muscles énormes. Mais il y en a, mais bon, voilà. Donc, alors, en pierre dure, vous avez la pierre de Hins.
À l'époque, c'était 1200 hors taxe. 1400, 1200, 1400, ouais, à peu près. Pierre de Périgny, que j'adore. Super jolie, pierre de Périgny. Un petit peu rosée. La pierre de Reims, elle est un peu grise. C'est pas si beau, c'est pas si gai. C'est un blanc, mais c'est un blanc qui tire un peu sur le gris. Alors que la pierre de Périgny, c'est un blanc qui tire sur le rose. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus lumineux. Vous mettiez de la pierre de Périgny, par exemple, vous avez une grosse poutre, dessous, vous mettez une semelle en pierre de Périgny. Elle va bien résister aux surcharges du plancher. Et ça, c'est beau. Il n'y a pas à dire, c'est beau. Les têtes de mur aussi, les hauts de mur, si vous voulez les protéger contre les infiltrations d'eau, par exemple, c'est pas débile de mettre de la pierre dure en fin de mur avant de poser la toiture, parce qu'un jour ou l'autre, il y a toujours une fuite et il y a toujours de l'eau qui va passer dans le mur un jour. Et si votre toit de mur, on va dire, le haut du mur, il est fait en pierre dure, résistante enfin, très peu de porosité, etc., c'est pas débile de faire ça. Franchement, moi je trouve que c'est une solution intelligente. Pas forcément pierre dure, mais demi-dure, par exemple. C'est mieux que de finir en moellon de tuffeau bêtement, parce que j'ai remarqué sur mon bâtiment du XIVe siècle que c'était les 20 cm du haut de mur qui étaient fortement altérés, parce qu'en fait vous avez des variations de température beaucoup plus fortes sur les hauts de mur entre l'été et l'hiver. Donc les écarts de température sont très importants tout en haut du mur, beaucoup plus qu'en bas et au milieu. Et c'est ça qui fait qu'en fait on constate que vous avez les 20 cm où les moellons ils sont tous comme si c'était salpêtré, en fait, ils sont complètement déglingués. Donc les hauts de mur, c'est bien de soigner un peu la qualité de la pierre sur le haut de mur, parce qu'elle va être plus soumise à des contraintes thermiques, voire humidité, s'il y a eu des problèmes. Donc ça, c'est pas idiot. Donc les appuis de poutre, on met demi-dur ou pierre dure. Les soubassements, on met pierre dure et même idéalement granit. Granit de France. Vous voyez, il y a plein de granit dans les cimetières. Différentes couleurs. Le granit de France, c'est celui qui est point noir, point blanc. Et bien ce granit-là, c'est le meilleur des granites. On a de la chance. C'est parce qu'il y a des granites qui ont de la porosité. Détrompez-vous, les granites ne sont pas complètement... et donc ça fait du grain et puis ça s'effrite. Donc les granites les plus résistants à l'humidité, c'est les granites de France. En plus, c'est le moins cher. Donc le meilleur est le moins cher. Donc ne vous plaignez pas. Alors attention à la masse. Hein. Regardez la densité, faites le calcul. Hein. Le granit, c'est impressionnant comme c'est lourd. Je crois que on n'est pas loin de la densité 3, je crois. C'est quasiment le double du tuffeau. La pierre dure, c'est densité 2. La pierre demi-dure, c'est densité 1,7. Et alors pour la demi-dure, alors le tuffeau, s'il a trempé dans l'eau, ça sera pas un 4 quand vous allez le soulever, ça va être un 5. Hein, parce qu'il a repris de l'eau, donc il a repris en densité. Le terre-voue, il va prendre aussi un peu en masse. Donc si dans votre fiche technique, alors quand vous achetez vos pierres à la carrière, ça peut tenir dans une remorque. Hein, vous faites des palettes de 750 kg ou 500 kg. Ne faites pas des palettes d'une tonne, c'est une connerie. Faites plutôt plus de palettes, pas trop hautes, comme ça pendant le transport. Parce que j'ai fait la connerie une fois, on m'avait eu une palette 950 kg. Le rond-point et ça s'est mal passé. Hein. Je l'ai pris le rond-point pourtant pas vite, mais la palette elle a fait et les pierres sont tombées. Parce que ils cerclent ça avec du plastique avec air chaud. Là. Donc ça se tient, mais bon, voilà, faut pas qu'il y ait de l'inertie dans les virages. Donc mettez des palettes plus petites, 500 kg, voilà. 2 palettes 500 kg voilà, dans la remorque, c'est bon. Vaut mieux mettre plus bas, ça se passe mieux, même s'il faut vous baisser plus pour ramasser les pierres. Et vous vérifiez qu'ils ont bien mis les calages entre les pierres, pour pas qu'elles s'entrechoquent dans En général ils mettent du polystyrène, c'est dégueulasse, mais c'est efficace. Qu'ils
qu'ils mettent au moins les 10 mm de protection entre les pierres pour qu'elles ne s'entrechoquent pas et qu'elles se cassent pendant le transport. Si le gars il vous a mal palettisé vos pierres, vous lui dites bon bah non, la palette je la prends pas, les pierres sont pas séparées par une protection, elles vont s'entrechoquer, elles vont se casser pendant le transport. Vous refusez la palette, vous lui dites tu me refais la palette, sinon je paye pas. Voilà, c'est super, c'est des détails mais c'est des emmerdements que l'on a. Et donc voilà. Et alors par exemple corniche, si vous avez une belle corniche, bah les corniches un jour elles vont prendre l'eau. Il va y avoir une fuite. Il y a un pigeon qui va se mettre dans la gouttière. Bon, vous pouvez mettre des grillages dans les gouttières, ça évitera que ça se produise. Mais un jour, votre gouttière, même si vous avez mis des grillages, ça va se boucher. Il y a des mousses qui vont se mettre. Un jour, vous aurez un débordement de gouttière. Bon, bah le jour où vous avez un débordement de gouttière, si votre corniche elle est en tuffeau, c'est mort. Et puis si c'est sculpté et tout ça, ça coûte 30 000 € et en une seule fois, vous avez déglingué tout. Si vous avez de la terre vous, ça va accepter une fuite de gouttière. Ça va accepter, il n'y aura pas de problème. Et si vous avez en pierre dure, bah, ça va accepter franchement. Voilà. Faut que votre corniche elle soit faite de sorte que la fuite tombe au bout de la corniche, mais qu'elle n'aille pas couler le long de la corniche pour rejoindre le mur. Là, ça sera embêtant. Donc vous faites une forme de corniche avec un point de goutte d'eau, quoi. Pour que l'eau ne puisse pas suivre, vous faites une chicane comme ça, quoi. Si le profil de corniche il fait ça, il fait ça, il fait ça, et puis après vous allez descendre, même si ça fuit, ça va pas remonter pour après suivre. C'est pas possible. Donc voilà, vous faites un demi-rond. Faut faire les corniches intelligemment, quoi. Elles le sont pas aujourd'hui, hein. Mais si vous faites ça se voit pas si vous faites un petit arrondi léger comme ça, pour le point de goutte d'eau. Le jour où ça déborde, pas de souci, quoi. C'est des petits détails, mais... Et alors, point important, avec le tuffeau. Alors le tuffeau, c'est un problème, c'est que... Alors ça peut être valable aussi pour des pierres demi-dures, hein. Pierres dures, non, mais demi-dures et tuffeau peuvent contenir du sel. Si une pierre contient du sel, ça veut dire qu'elle va attirer l'humidité de l'air dans la pierre. Et si vous avez une poutre qui est posée dessus, l'arbre a une capacité de captation de l'eau supérieure à celle de la pierre. Donc c'est la poutre qui va pomper l'eau de la pierre. Et ça c'est un gros problème parce que si vous avez des poutres qui pompent l'humidité du mur, eh bien elles vont devenir tendres. Le chêne dur il va devenir tendre et appétissant pour les bébêtes. Et ils vont vous bouffer les poutres à l'encastrement. Vous aurez une poutre impeccable tout le long. Et les bêtes vont vous sectionner la poutre dans les encastrements de mur et la poutre elle tombe. C'est con, mais c'est ce qui se passe. Et c'est valable pour les toitures, etc. Donc si c'est pas du chêne, même si vous avez mis du Douglas, alors Douglas, attention, super bois, hein, meilleur bois pour faire les toitures. Il est résistant aux insectes, c'est parce qu'il contient un pesticide naturel au sein de son bois, ce qui fait que les bébêtes ne l'aiment pas. Alors il y a seulement certains insectes qui arrivent à faire des trous dedans, je crois que c'est les abeilles. Il y a certaines abeilles qui font des trous dans le bois. J'ai oublié comment on les appelait, c'est un type d'abeille particulier. Alors elles s'en foutent si elles pesticide ou pas, parce qu'elles vont pas faire leur but c'est pas de manger le bois, leur but c'est de faire un nid, un abri, une maison. Donc mais elles font des gros trous. Voilà. C'est pas très beau. Et donc elle peut vous faire un trou de 5 cm et puis elle fait sa petite maison dedans. Ah oui, les abeilles charpentières on appelle ça. Donc ça même le Douglas il ne résistera pas à ça. Donc et puis le Douglas c'est alors super résistant à la flexion. Le gros avantage du Douglas c'est que c'est léger comme du c'est extrêmement résistant à la flexion comme le chêne. Vous pouvez brasser à la main tout seul des poutres énormes parce que c'est pas lourd. Par contre le chêne, des poutres énormes, vous les brassez pas. Vous brassez, je crois que j'ai brassé une fois une poutre en chêne, elle faisait 150 mm par 100, par 120 je crois, et elle faisait 6 mètres de long. Oh, ça pèse 50 kg ou 60 kg, mais le problème d'une poutre, c'est vous pouvez pas soulever très lourd quand vous soulevez une grande poutre, parce que
Donc, quand vous tournez comme ça vous emporte. Donc si vous êtes capable de soulever 90 kg, bah, en poutre, vous ne pourrez pas soulever plus que 60 kg. Parce que c'est long, c'est grand, c'est encombrant, vous avez des phénomènes de dynamique quand vous la bougez. Et donc c'est beaucoup plus difficile de tenir une poutre lourde qu'une pierre lourde. Voilà, en gros c'est ça. Donc Douglas, là vous pouvez vous prendre des sections de 200 par 200, 4 mètres de long, 5 mètres de long, vous les soulevez. Ça c'est super. Et alors vous faites un traitement à l'huile de lin, voilà, en intérieur, puis c'est beau. C'est beau. L'huile de lin, vous la chauffez. Vous mettez un réchaud, vous la chauffez, comme ça vous pouvez l'appliquer plus vite. Ça pénètre plus. Comme ça vous faites une couche. Parce qu'il y en a, vous mettez une couche, puis deux couches. Oh, c'est débile ça. Non, vous mettez votre chaud, vous mettez votre lin chaude. Elle va rentrer beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément. Deuxième couche, ça sert à rien, franchement. Ça sera jamais vraiment étanche. Ceux qui croient qu'on peut rendre le bois étanche avec de l'huile, non. C'est pour eux. Mais ça respire un peu. D'ailleurs, heureusement que ça respire un peu, c'est bien. Mais vous ne pourrez pas faire vos fenêtres à l'huile de lin, je vous le dis, ça ne marchera pas. Elles vont pourrir. Il y a des peintures, alors vous pouvez faire des peintures écologiques, avec de la farine, mais j'en ai jamais fait, mais c'est peinture. Les peintures hydrofuge, c'est obligé. Pour les fenêtres, on n'a pas le choix. Mais pour tout ce qui est charpente, l'huile de lin, sympa, parce que ça va prendre peut-être une ou deux fois de l'humidité, mais voilà, c'est une protection légère, mais moi je trouve que c'est pas mal de faire ça. Et l'huile de lin, ça donne un sale goût au bois. Et donc c'est répulsif. Bon, c'est pas invincible. Mais ça limite l'attaque insecte. Ça limite. C'est-à-dire qu'en fait, il a le choix entre un hamburger qui pue ou un burger qui sent bon. Il y en a un qui a un goût de pétrole et puis l'autre qui a bon goût de viande, quoi. Alors l'insecte, il va choisir, il va prendre le meilleur. Bon, s'il n'a pas le choix, il va prendre ce qu'il y a, mais en gros, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, les insectes. Pour tous. Il y a des questions, souvent, ils disent les termites, etc. S'il y a des termites, c'est qu'ils n'ont rien à manger dehors. Donc ils vont manger les maisons. Si vous êtes dans une région à termites ou à insectes qui attaquent beaucoup les bois, eh ben, vous prenez un tas de bois et vous achetez du bois à brûler, par exemple, vous le mettez dehors et ils iront manger le bois que vous avez acheté, mais ils mangeront dehors, ils mangeront pas votre maison. Ils préfèrent manger le bois dehors qui a de la sève et tout ça, que manger vos bois secs qui contient plus beaucoup de sève. Ah oui, ça aussi c'est un point important, c'est quand vous faites débiter votre bois à la scierie, bah faites-le à la bonne saison. Le gars qui a tronçonné les arbres, bah, il les tronçonne en novembre. Alors en général les temps de séchage sont pas respectés. Donc bah, vous demandez votre débit de bois à la scierie 2-3 mois après. Et vous êtes bon. Pas en plein mois de juillet quand toute la sève est dans le bois, parce que là vous avez acheté du bois vert qui est bourré de sève, et donc les bêtes vont attaquer prioritairement vos bois parce qu'il y a à manger dedans. Hein. La sève c'est des sucres, hein, c'est bon ça. Du bon bois plein de sève. Non, il faut que la sève soit redescendue, on coupe le bois. Comme ça, vos bois sont moins intéressants pour les insectes. Et ils vont aller manger le bois plein de sève qui est dehors. Donc mettez des bois pleins de sève dehors et vos insectes n'attaqueront pas votre maison. Il faut savoir que les termites, elles font même des trous dans le béton. Hein. Si elles savent qu'il y a du bois de l'autre côté à manger, il n'y a rien d'autre à manger, elles vont traverser le béton. C'est impressionnant. Donc la solution, c'est vraiment de donner à manger aux prédateurs pour les éloigner de vos intérêts à vous. C'est la solution. Et croyez pas que ça va les multiplier. Vous mettez, je sais pas... vous mettez 10 mètres cubes de bois dans le jardin. Enfin, 10 mètres cubes, c'est beaucoup quand même. Mais... non, vous mettez 5 mètres cubes de bois et ils ont à manger pour, pour des années. Et largement. Voilà. Vous faites en sorte d'avoir du bois vert comme ça. Et puis, même vous pouvez vous amuser avec une perceuse à percer. J'ai beaucoup de choses... La vidéo est longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire qui sont intéressantes. Vous percez avec une perceuse, vous faites des trous de 6, des trous de 8, des trous de 10, de 5 cm de profondeur. Et là, vous faites un abri pour les abeilles. Voilà, les abeilles solitaires. Avec de la cire, elles vont reboucher le trou, elles vont faire leur maison et elles vont hiverner dedans.
Et après, vous aurez plein de petites abeilles qui vont vous permettre d'avoir plein de fruits dans vos arbres, etc. Donc vous faites des habitats comme ça. Donc vous éloignez les insectes prédateurs de votre maison, et en même temps vous faites un abri pour les insectes, pour la pollinisation. Voilà, c'est ça la bonne conduite à avoir. Voilà, donc oui, donc je vous ai expliqué la chaux, je vous le répète quand même une fois pour être sûr que vous avez compris. La chaux, variation de la densité, quand on pose sa chaux sur une pierre sèche, très poreuse, rapidement la viscosité épaissit. Voilà. Et si elle devient trop épaisse, bah, vous la remettez dans la bassine, vous remélangez à la chaux, et elle redevient plus liquide, et vous remettez. Donc vous pouvez faire varier votre viscosité dans les deux sens. Vous la remettez dans la gamelle, vous l'enlevez, et puis vous jouez avec ça. Allez, pour les conseils bâtiments, c'est fini. Allez, au revoir.